l'un des plus puissants hommes d'affaires d'Europe, le baron Édouard Jean Empain, président directeur général du groupe franco-belge Empain-Schneider, a été enlevé ce matin près de son domicile parisien avenue Foch. Aucune menace n'a précédé cet enlèvement. Essentiel, le coup était bien monté. Pour les policiers, c'est du travail de professionnel. Il est 11h du matin ce 23 janvier. Le baron Édouard Jean Empain, qui n'a jamais eu de garde du corps, quitte son domicile du 33 avenue Foch, installé à... Industrial magnate Edward Empain dragged from his car by kidnappers who demand some $12 million ransom. Prophète de la gloire à 41 ans, héritier de l'une des dynasties les plus puissantes de l'industrie européenne, Édouard Jean Empain est le symbole du grand capitalisme international. La morale de cette histoire-là, c'est ne faites confiance à personne. Voilà. Vivez comme vous voulez et ne faites confiance à personne jamais. Qu'est-ce qu'évoque aujourd'hui, à votre avis, pour les gens, le nom d'Empain ? L'enlèvement d'Édouard Jean. C'est tout. Ça n'évoque rien d'autre. Absolument rien d'autre. La famille Empain n'a jamais rien fait depuis 100 ans. Et un de ses membres s'est fait enlever de façon crapuleuse. Et après tout, sa vie était tellement dissolue qu'il méritait peut-être d'être enlevé. C'est, si vous voulez, l'image. Vous dites que mon rapt a brisé ma vie. Je sais, c'est une question qu'on m'a quelquefois posée. Je vous mentirais si je ne vous disais qu'elle n'a pas eu de fâcheuses conséquences dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale. Bien entendu, les ragots, toutes les diverses hypothèses qui ont été émises à mon sujet m'ont fait beaucoup de tort. Wado, avec son enlèvement, à mon avis, on pourrait peut-être dire qu'il symbolise le côté complètement fracassé de cette dynastie. L'impossibilité dynastique chez les Empain, il y a toujours quelque chose qui cloche. « 63 jours de séquestration ont bouleversé le cours de la vie d'Édouard Jean Empain. Ils ont aussi mis un terme à une dynastie industrielle et financière devenue follement riche en l'espace de 100 ans. À la tête de cet empire familial vont se succéder 3 étonnantes générations de barons. Les Empain bâtissent leur fortune grâce aux profits tirés du métro parisien, de la construction d'une ville au milieu du désert égyptien, de l'exploitation des richesses minières au Congo belge, des chemins de fer et des réseaux de tramways dans le monde entier. Que reste-t-il aujourd'hui de cet empire? Un arrêt de tram? Un nom de rue? Un hôtel? L'histoire de la famille Empain s'est effacée des mémoires. Les descendants eux-mêmes ont oublié ce qui a fait la gloire de leur nom. Nathalie Empain, l'arrière-petite-fille du fondateur, emmène sa fille découvrir les vestiges de leur passé familial. Voici la chronique d'une famille excessive, d'un siècle de capitalisme. Une histoire qui commence avec un capitaine d'industrie, le général baron Édouard Empain. C'est un personnage dans la famille qui était considéré comme un demi-dieu. Enfin, toute la famille, personne n'a jamais osé dire, faire une critique quelconque sur mon grand-père, parce que c'était un homme brillantissime qui a été un grand personnage. L'histoire de cet homme, premier enfant d'un humble instituteur, commence à Belleuil en 1852, dans un tout jeune pays, la Belgique. Après un parcours scolaire médiocre et sans diplôme en main, il entre dans une société de construction de véhicules et de matériel ferroviaire.
Il s'y révèle et de simple dessinateur, il deviendra rapidement administrateur. C'est une époque où les élus politiques belges proclament la liberté absolue de produire, de commercer et d'exploiter sans la moindre retenue tout ce qui peut l'être, à commencer par les ouvriers. Le groupe Ampin, donc, va créer une sorte de noyau très précis avec une petite banque. Le fait de pouvoir créer sa propre banque permet de manière claire d'avoir le contrôle, tout simplement, de son financement. C'était un grand conglomérat de plein d'affaires différentes, mais toujours avec très peu de dépendance de la sous-traitance. C'est-à-dire qu'on contrôlait aussi la sous-traitance. Donc la grande ingéniosité, c'est d'avoir une structure sans doute claire sur papier, mais dans les faits, tout est connecté. Alors le parcours d'Édouard Ampin est effectivement hors norme. C'est un self-made man, c'est un fonceur, et évidemment sa vie privée est à l'égal de l'homme. En 1900, il rencontre Jeanne Becker, qui est de 30 ans sa cadette, et donc avec laquelle il va vivre. Le portrait de Jeanne, à l'âge où elle rencontre Édouard, a trouvé une place discrète chez Nathalie Ampin, son arrière-petite-fille. Jeanne Becker est quelqu'un de bonne éducation, bien coté par les religieuses qui l'ont élevée, quelqu'un qui a un certain talent de chanteuse. Jeanne, maîtresse officielle, tombe rapidement enceinte. Elle donne à Édouard 2 fils, Jean en 1902, Louis en 1908. Leur existence est dissimulée à tous. Mon père s'appelait à sa naissance Becker. Il a pris le nom d'Ampin que plus tard. Rapidement, Édouard fait de son petit frère François son plus proche collaborateur. Contrairement à Édouard, François va accéder à la respectabilité sociale et franchir les passerelles mondaines. François Ampin est reçu dans la bonne société, il est intégré à ce monde-là, et alors qu'Édouard, lui, dans sa vie privée, est plus en retrait. François, d'après ce que je sais, c'était un homme qui était très très prudent. Édouard Ampin est un visionnaire, un peu à l'image de Léopold II, et François est un gestionnaire, un organisateur, un gestionnaire. Mais ils travaillaient ensemble. Mais je pense qu'un dominait complètement l'autre et c'était un collaborateur. Durant les 40 années qui vont précéder la Première Guerre mondiale, l'Europe connaît une révolution technologique, industrielle, économique, culturelle et sociale sans précédent. C'est un monde de découvertes, plus vite, plus haut, plus loin. Automobile, aviation, téléphone, cinématographe modifient les modes de vie. Et tout ça grâce à l'impulsion de la bonne fée électricité. Non seulement, à ce moment-là, compris l'importance de l'électricité pour les transports en commun, mais il va comprendre l'importance de l'électricité tout court. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Même quand j'étais enfant, je savais que mon grand-père avait fait le métro à Paris, mais j'évitais de parler de ça avec mes copains parce qu'ils ne m'auraient pas cru. Le métropolitain de Perse, dont, après bien des péripéties, le conseil municipal décida la création en 1896, fut entrepris en 1898. Le métro de Paris, c'est bienvenu et point final. Alors que c'est pas du tout ça. Il y a quelqu'un qui a mis son argent, qui a investi son propre argent. Le métro n'avait donc pas qu'un père, mais plusieurs. La ville de Paris se chargera du gros œuvre. Le conseil municipal doit trouver un industriel aux épaules solides pour se charger du reste. Les voies, les voitures, tout le matériel et l'exploitation. Ils ont un projet qui est un projet à la fois donc technique, électricité, avec des stations nombreuses,
mais aussi un projet social et politique, c'est-à-dire un métro populaire, donc il faut que le tarif soit bas. Une innovation énorme, c'est le tarif unique, quel que soit le trajet parcouru. D'autre part, un trajet suffisamment simple pour permettre qu'on n'ait pas plus de 2 correspondances. Et dans tout Paris. L'idée, c'est qu'il doit y avoir aucun point dans Paris ne doit être éloigné de plus de 400 mètres d'une station. Face aux crispations nationalistes, Édouard le Belge comprend qu'il doit rester en coulisses. Il trouve un allié français. André Berthelot siège au Conseil de Paris. Il intrigue, convainc, promet et obtient finalement le marché pour la Compagnie Générale de Traction, dont le principal financier est Empin. C'est-à-dire que quand même, le paradoxe, c'est que cet homme qui fait partie, donc, au fond, de l'establishment du capitalisme international, au fond, va s'entendre avec une commission municipale dominée par des socialistes, certes réformistes, mais qui ont, eux, un projet quasi révolutionnaire urbain. Et ça a été son grand opportunisme, mais au bon sens du terme, qui trouve le sens du compromis, et d'un compromis à la fois réaliste et durable. Aujourd'hui, il n'y a pas une station de métro au nom du baron Empin. Celui qui l'a réalisé, qui a pris le risque de le construire, on ne le connaît pas. Le métro a quand même donné au groupe Empin ses premiers profits importants en tant que fournisseur, si je peux dire. Et c'est ce qui va permettre aussi au même groupe, quelques années plus tard, donc, de se lancer dans l'aventure congolaise, par exemple. Parce que là, cette fois-ci, Empin a des capitaux. Léopold II s'associe à des grands aventuriers industriels belges, particulièrement. Il a besoin d'eux. Et Empin s'est aussi, quoi qu'on dise, associé à ce projet colonial qui a été critiqué très très tôt, en disant que la mission civilisatrice, au nom de laquelle les Européens sont allés en Afrique, était battue en brèche, était un mythe. Ils étaient très très liés, hein, je veux dire. D'une certaine façon, le général gérait la résidence secondaire du roi, qui était le Zaïre, le Congo, je veux dire. Il y a eu une véritable amitié, probablement, alors qu'ils étaient quand même de mondes très différents. C'est beau, ce genre d'amitié, c'est beau. La relation entre la famille Empin et Léopold II est évidemment très forte, et je crois que c'est dû à la personnalité aussi de Léopold II, qui était un entrepreneur lui-même, qui était soucieux vraiment de faire rayonner la Belgique au-delà des frontières et très loin. Édouard Empin investit dans un secteur qu'il connaît bien, celui des transports ferroviaires. Non seulement il avait la possibilité de construire une ligne de chemin de fer, mais il avait des propriétés des deux côtés des lignes et tout ce qu'il pouvait exploiter en termes de ressources naturelles, c'était considérable, non seulement sur le plan minier, mais sur le plan végétal aussi, le caoutchouc en particulier, et ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup de possibilités à cette époque-là. Les chemins de fer, les gares, les dépôts de marchandises en pin couvrent progressivement la concession de 40 000 km² qui lui était allouée. Quelques années plus tard, cette concession passera à 80 000 km². C'est un pays qu'il administre. Un pays avec ses ressources traditionnelles, le caoutchouc, l'ivoire, les mines d'or et d'argent. La fortune des Empin est considérable. L'ascension sociale d'Édouard et de François s'accompagne d'achats immobiliers de prestige. François construit un château en Belgique, à Enghien, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Son aîné, Édouard, choisit la proximité de Paris pour s'installer à Bouffémont. C'est dans l'intimité de ces lieux que s'inscriront les intrigues familiales. Édouard Empin est un casanier. Il voyage très peu. Mais voilà qu'en 1904, c'est une rencontre incroyable avec l'Égypte. Édouard Empin fait l'acquisition pour 3 fois rien d'une parcelle de désert de 25 km², une surface proche de celle du Caire. Il mettra une option supplémentaire sur les 50 km² attenants. Je connais personne qui a construit une ville.
une personne seule. Personne. Je connais des gens qui ont fait des petits quartiers, des petits îlots, mais une ville entière, au milieu du désert. Pour sa ville, Empain veut tout à la fois. Des palais des mille et une nuits et une métropole moderne, la verticalité de l'architecture occidentale et les langueurs de l'Orient. Il fait bâtir une basilique inspirée de Sainte-Sophie à Constantinople, le plus grand palace d'Afrique qui attire l'élite des étrangers hivernant en Égypte. Pour ses séjours, il s'offre l'étonnante villa hindoue qui mélange les inspirations. Disons que Héliopolis a été une très très belle opération. Malheureusement, on nous a arrêtés, on nous a volé la fin, mais ça a été très rentable, l'Héliopolis. Je ne parle pas du fameux train, le train entre Héliopolis et Le Caire. Alors là, ça déborde, ça dégoulinait d'argent, je veux dire. Léopold II anoblit le fils d'instituteur, le mauvais élève, le génial industriel. Il lui confère le titre de baron, transmissible de mâle en mâle. Mais à 55 ans, Édouard n'est toujours pas marié. Les fils que lui a donnés Jeanne Becker sont illégitimes. Qui sera baron après lui? Qui va reprendre les rênes d'une telle fortune après sa mort et celle de son frère François? Il n'a pas d'héritier officiel. En 1914, François Empain et son épouse, Guylaine des cantons de Mont-Blanc, ont un fils qu'ils vont prénommer Édouard, en l'honneur du frère aîné de François. Et effectivement, on peut imaginer que c'est également dans la perspective que ce jeune Édouard puisse plus tard prendre la suite, la direction des opérations des affaires familiales. Et Édouard Empain va se préoccuper aussi d'obtenir le titre pour son frère François, transmissible également à son fils aîné. Est-ce la peur de mourir sans successeur? L'impossibilité de bien marier ses fils? En 1921, Édouard prend une décision qui va provoquer une immense onde de choc au sein de la famille. Il régularise sa liaison avec la belle Jeanne. Voici les enfants Becker légitimés. Ils ont 13 et 19 ans. Il a dû s'apercevoir qu'il y avait des gens de la famille qui attendaient qu'il meure pour pouvoir se répartir le butin. Et ça ne lui a pas plu. Et il a trouvé cette solution de régulariser ses deux enfants pour régler le problème une fois pour toutes. Je crois que c'est ça. Édouard se marie discrètement à 69 ans. Il a maintenant officiellement 2 fils qui peuvent hériter de sa fortune et de l'Empire. Dans son château d'Enghien, son frère François voit ses espoirs s'effondrer. Son fils, Édouard Junior, ne sera pas l'unique héritier. François sait que ni lui, ni ses descendants ne garderont la mamie sur ce groupe qui ne cesse de grandir depuis la guerre. Le baron Empain a créé un peu plus d'une centaine d'entreprises, ça je crois qu'on peut le dire sans hésiter. Le général baron ne fêtera pas le centenaire de son pays. Il meurt l'année précédente, le 22 juillet 1929. Ça devient, quand il meurt, etc. et tout, bon, un grand enterrement, et puis ensuite de ça, on ne parle plus du général jusqu'à aujourd'hui. À Héliopolis, les drapeaux sont en berne. La ville attend son créateur. Le général baron a eu pour dernier vœu d'être enterré dans sa basilique au cœur de sa cité idéale. Toute la famille embarque pour l'Égypte. Les adieux sont organisés comme une mise en scène d'opéra. Et il a construit cette basilique dans l'idée d'y être enterré, comme on construit une pyramide pour y être enterré. C'est la même chose, il a construit cette basilique comme pour ça.
En 1929, le monde plonge dans une crise économique sans précédent. Jean et Louis héritent d'une colossale fortune de 2 milliards de francs belges de l'époque. Le groupe a quand même traversé la crise avec moins de difficultés que ses concurrents. Pour les deux héritiers, il s'agit maintenant de poursuivre l'œuvre d'Édouard Rampin. Ils n'ont pas oublié la fuite par les escaliers de service quand leur respectable oncle François venait visiter leur père. Entre mon père et son frère Louis, il n'y a pas deux personnes plus différentes que ces deux personnes-là. Donc déjà, là, il n'y a pas de trait commun du tout. C'est l'eau et le feu, je veux dire. C'est tout ce que l'un aime, l'autre l'aime pas, et inversement. Jean a épousé 6 ans plus tôt Christiane Fernande Yolande Rimos de La Rochette, que tout s'appelle Tita. Elle lui donnera 2 filles. Ce mariage n'interrompt pas les aventures de l'héritier. Le milliardaire est un tombeur. Au tableau de chasse, on trouve entre autres Baby Knudsen, Miss Europe 1931 et Josephine Baker. Une autre de ses maîtresses lui donnera une fille, Nicole. À son grand regret, Jean n'a toujours pas de fils pour assurer la pérennité de l'Empire. On sait que Jean aime la fête, le champagne, les palaces, être entouré de gens joyeux qui profitent de la vie ensemble. Ma foi, c'est assez conforme, ça, par rapport au mode de vie grand bourgeois. D'autre part, il y a Louis, à qui l'on ne connaît aucune aventure féminine. Louis le torturé, Louis l'introverti. Papa est né en 1908 et Louis était d'un caractère réservé, studieux. Il a été studieux toute sa vie, travailleur, il a travaillé toute sa vie. Un était un beau gosse et l'autre était un petit malingre. Un était un catholique bigot et l'autre était un déiste. Et ça fait beaucoup de différences. Hein. À Paris, dans le château familial de Bouffémont, Jean Pin organise d'incroyables fêtes. Des ours, des animaux exotiques qui fourmillent au milieu d'une faune noctambule, adepte d'alcool et de banquets. Sur son magnifique yacht, l'Héliopolis, Jean voyage une grande partie de l'année. Toujours entouré, il mène une vie de faste et de plaisir. La villa hindoue, avec ses couverts en or, est un décor idéal. Jean s'adonne sans retenue à tous les loisirs de la haute société. Plus sobrement, Louis laissera sa marque et inscrira le nom d'Ampin dans la vie des Bruxellois. Nous voici dans la villa qu'a construite Louis Ampin entre 1931 et 1934. C'était sa maison personnelle. Il faut bien se rendre compte que Louis Ampin, quand il a fait construire cette maison, n'avait que 21 ans. Son père venait de décéder, il avait hérité d'une immense fortune voilà, donc ce jeune homme se fait construire une belle maison à la taille de sa fortune. Louis se sent-il vraiment à sa place dans ce milieu où l'argent coule à flot? Il n'est pas très à l'aise dans le monde des affaires, mais il s'y contraint en mémoire de son père. Dans les conseils d'administration du groupe, ses orientations sociales détonnent. Dès qu'il devient un jeune adulte, héritier de cette grande fortune, il a des problèmes avec l'entreprise familiale. Mon père parlait avec son père, avec le général, souvent des questions sociales, et il était évident que le général n'était pas d'accord avec les vues sociales de mon père, vis-à-vis des ouvriers, vis-à-vis des employés. Donc là, il n'était pas du tout d'accord. La même chose s'est passée avec le groupe Ampin, dans le sens que Jean n'était pas d'accord avec Louis sur le côté social. Jean et Louis s'entendent sur un point. Leur première décision majeure à la tête du groupe est de créer un nouveau holding, la société Electrorail, qui réduit fortement les pouvoirs de leur oncle François. Il lui porte ainsi un coup fatal.
Est-ce l'amertume d'avoir été des bâtards qui les pousse à cette revanche? Ils ont été si longtemps privés de la respectabilité dont a bénéficié la branche cadette. En 1935, à sa mort, François Ampin est probablement assez amer, puisqu'il s'était considérablement investi dans les affaires familiales, et aussi se sentir rejeté par ses neveux n'a pas dû être quelque chose de facile à accepter, et on peut très bien imaginer que la fin de sa vie ait été assez triste. Avec le décès de François, la première génération des Ampin, celle des bâtisseurs, disparaît. Jean et Louis se répartissent les sociétés. Dans l'ombre, Édouard Junior, fils de François, attend son heure. Voici venu le temps des alliances, des volte-face et des coups bas. Je travaille à Dorchester Hotel pendant 6 semaines. Oui. Pas beaucoup. Oui. Où là, il y avait le baron Ampin, je ne sais pas s'il trouve, n'est-ce pas, qui est arrivé à Londres avec sa Rolls-Royce, chauffeur, son secrétaire, avec un suite, et il les a invités. Ça, c'est ma maman. Le show de Dorchester, un cocktail. Un soir, Jean pousse la porte à tambour du Dorchester Hotel, où se donne l'une des habituelles revues légères. Un spectacle dans la plus pure veine du burlesque qui fait un tabac aux États-Unis. Le clou de la revue, c'est, après un noir total dans la salle, l'apparition d'une danseuse nue seule en scène. Nue, mais dont le corps est entièrement revêtu d'une fine pellicule d'or qui étincelle sous les projecteurs. Cette danseuse, c'est la jeune américaine Roselle Rowland, alias Goldie. Vous ne semblez pas être ému d'entendre votre mère. Non. Non, je suis pas ému. Elle n'a pas été émue quand j'étais enlevé. Enfin, je veux dire, c'est un personnage bon, que je connais. C'est quelqu'un avec qui j'ai passé un certain nombre de moments, un certain nombre d'heures, mais enfin qui s'est jamais occupé de moi. Mon père a épousé ma mère parce que Tita ne pouvait plus avoir d'enfant. Et il voulait un fils. Et il avait promis à toutes les femmes à qui il faisait un enfant que la première qui ferait un fils, il l'épouserait. Ça a été ma mère. C'était une poulinière, en fait, qu'il avait besoin pour lui faire un fils. L'accouchement a lieu à Budapest. Dès la confirmation de la naissance d'un fils, Jean tient sa promesse. Il épouse Goldie. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est terrible, mais il n'y en a pas. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Et puis, bon, moi, j'ai jamais vu mon père se promenant main dans la main avec ma mère. Enfin, ça, j'ai jamais vu. Le mariage, pour fonder et poursuivre une dynastie, c'est essentiel. Et là, le mariage avec une actrice qui se présente toute nue sur les scènes de Manhattan peintes en or, ça, c'est pas forcément conforme, si je puis dire. La petite danseuse américaine devient baronne. L'héritier tant attendu est nommé Édouard Jean, en hommage à son grand-père et à son père. On le surnommera Boideau. Alors que Jean est le commandant suprême du groupe, Louis explore d'autres voies plus conformes à sa personnalité. Au cours d'un voyage au Canada, touché par l'immensité et la beauté de la nature,
il s'offre un domaine de 1500 hectares autour du lac Masson. Il va y faire construire, en matériaux naturels, un centre de vacances pour les adeptes du grand air. C'est grand leur truc. Oui, bien plusieurs. Oui. C'est un Hélopolis à lui. Certainement, il a voulu faire une concurrence saine avec son père. Au Canada, Louis rencontre Geneviève Hon, une jeune femme qui, comme lui, aime la nature et le sport. Quelque temps plus tard, le cours de sa vie va prendre un tournant radical. Lors d'une croisière avec des amis sur l'Oiseau Blanc, son yacht est pris dans des vents violents. Le bateau a failli chavirer. Le bateau a failli chavirer. Lui-même et ses amis avaient beaucoup trop bu. Mon père a eu très peur. Et mon père se sentait responsable de ce qui est arrivé. Et donc, il a décidé de changer sa vie à partir de cet épisode-là. Il souhaite se départir de son titre de baron. Il va même jusqu'à brûler symboliquement son smoking. Il écrit à l'abbé Pierre « Que puis-je faire de cet argent que j'ai de trop ?» Il décide d'abandonner tout signe ostentatoire de richesse. Dès 1937, Louis Ampin va céder cette maison à l'État belge pour en faire le premier musée des arts décoratifs de Belgique. En 1938, Louis épouse en toute simplicité Geneviève Hon à Saint-Odd, où il s'est établi. C'est près de son château qu'il fera construire l'un de ses collèges, Pro Juventute. Donc Pro Juventute, donc ça vient du latin, et bien sûr, ça veut dire pour la jeunesse. Il a construit 6 collèges en tout, dont 1 en Suisse et 5 en Belgique. Dans ces collèges, Louis prône l'ordre et la méthode. Seul le travail et le mérite se voient récompensés. Immergé dans ses œuvres sociales, Louis décide d'abandonner sa part des affaires du groupe. Mais il ne peut se résoudre à laisser tout le pouvoir aux mains de son frère. La conduite de Jean est tellement éloignée de ses propres valeurs. Contre toute attente, il propose à son cousin, Édouard Junior, de devenir le gestionnaire de ses intérêts. Édouard saisit l'occasion. Après l'éviction de son père, la revanche est trop belle. Édouard était le fils de François. Le seul fils, parce qu'il y avait des filles, mais c'était le seul fils. Je n'aime pas parler d'un homme décédé en mal, mais disons que je ne vois pas de grande qualité à Édouard. C'était un personnage étrange. J'ai jamais rencontré un personnage comme ça. Il n'était pas du tout assuré de lui-même, il était timide, il était... alors, comme toute personne timide, il était méchant. 1940, le monde entre en guerre. La deuxième génération, Jean, Louis, Édouard Junior, va devoir gérer le groupe sous l'occupation. Chacun va le faire à sa manière. Dès l'entrée des troupes allemandes en Belgique, Édouard Junior fait allégeance au mouvement rexiste, parti fasciste belge, et demande audience à Léon de Grelle. Mobilisé, Louis rentre du Canada. Lieutenant de cavalerie, il est fait prisonnier et rapidement libéré. Quand ses sociétés canadiennes sont mises sous séquestre, il est liquide sur un coup de tête. Jean Ampin est, lui, à Paris, aux commandes du métro, si important pour les Parisiens comme pour les autorités d'occupation. Le métro était le seul à fonctionner pendant la guerre et a connu d'ailleurs son record de trafic parce que c'était la seule mode de transport. Il n'y avait plus de voitures, il n'y avait plus d'automobiles de surface, sauf les voitures militaires et prioritaires. Jean essaye de préserver son groupe des griffes de l'occupant nazi, composer ou collaborer. Dans sa vie privée, la frontière n'est plus étanche. S'il faut saouler la gueule d'un général et tout pour pouvoir avoir la paix dans son usine, eh ben, saoulons-le. En gros, c'est ça le problème. On peut même lui fournir des femmes s'il veut.
Mais c'était dans ce contexte-là. Mais donc on l'a traité de collabo. Oui. Oui. Bon, est-ce que si vous fournissez une pute à un Allemand, vous êtes collabo? SS-Hauptsturmführer de Grelle, der Führer der Kampfgruppe der Wallonen, wurde mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet. 1943. Pendant qu'Édouard Junior, son cousin Oni, commence à comprendre qu'il vaut mieux se détacher des rexistes, que son frère Louis rêve tout haut à une nouvelle jeunesse sortie régénérée du conflit mondial, Jean s'exile à Madrid dans un palace qui d'ailleurs lui appartient. Il a été menacé, votre père? Ah bah, il a été condamné à mort. Et il a dû s'enfuir en Espagne. Il se sent évidemment plus en sécurité du côté franquiste. Mais il est seul. À 42 ans, c'est peut-être la première fois de sa vie que cela lui arrive. Je pense qu'il y a vraiment eu, même si Jean a multiplié les fêtes et a essayé de faire monter la mayonnaise oligarchique, il n'en demeure pas moins que sa mayonnaise, pouf, elle est redevenue liquide et tous les éléments se sont éparpillés dans le bol. « 1945. L'Europe sort de la guerre. Les cartes géopolitiques et économiques vont être redistribuées. Rien ne sera plus comme avant. Commandant en titre du groupe Empin, Jean est tombé malade en exil. Rongé par un cancer de la gorge, se sachant condamné, il veut revoir son fils Wado une dernière fois. Il est rentré en France, dirons-nous, pour mourir. Le 7 février 1946, à 43 ans, Jean meurt. Il est inhumé aux côtés de son père dans la basilique d'Héliopolis. La cérémonie résonne comme un contrepoint à sa vie exubérante. Peu de discours, peu de monde et bien peu de représentants de la famille. Si j'avais eu l'âge de le défendre, il aurait eu un ardent défenseur, ça aurait été moi. Mais moi, malheureusement, j'ai 9 ans. Donc, je ne peux pas être son avocat. Et il n'a trouvé aucun avocat. Après la mort de Jean, Louis reste l'actionnaire le plus important du groupe. Wado hérite de la moitié des avoirs de son père. Goldie se sent mise à l'écart. Édouard Junior profite de l'occasion et prépare un coup de théâtre. À la mort de mon père, quelques mois après, elle décide d'épouser Édouard. Elle sait qu'il n'est pas marié, elle sait que de toute façon, il dira jamais non. Elle ne le connaît pas, ou à peu près pas. Mais il a un avantage considérable, c'est qu'il est baron Empin aussi, donc elle n'aura pas besoin de changer de nom. Donc elle va pouvoir rester baronne Empin. Goldie et Édouard Junior se marient le 13 novembre 1947. Mariage pour l'argent et le pouvoir. Mariage blanc. Chacun reste dans son château, l'une à Bouffémont, l'autre à Enghien, avec quelques visites courtoises pour sauver les apparences. Ça ressemble à rien, ce mariage. Ça ressemble à rien du tout. Ça arrange Édouard, par contre. Pourquoi ça arrange Édouard? Parce que Édouard, entre-temps, m'adopte. Et en m'adoptant, il devient mon tuteur. Et en étant mon tuteur, il a accès au pouvoir que donnent mes actions. Et ça le conforte. Et c'est comme ça qu'il se propulse à la tête des affaires familiales, hein, avec le petit paquet d'actions dont il a hérité, plus le tutorat de Wado, hein, et qui lui permet évidemment d'être majoritaire. Écœuré par ces manœuvres, Louis décide de ne plus rien avoir à faire avec le groupe. Édouard parvient à le convaincre de lui revendre ses actions pour qu'elles n'échappent pas à la famille. Le fils de François jubile.
Sa branche est aux commandes du groupe. À mon avis, le groupe commence à décliner au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est un déclin qui va se faire par étapes successives, c'est-à-dire que c'est une lente descente aux enfers, si je peux dire, donc d'une marche à l'autre, d'une nationalisation à l'autre pour commencer. La première de ces nationalisations, en fait, c'est une municipalisation, c'est simplement donc l'arrivée de la RATP. La RATP, donc, qui municipalise le métro de Paris, ainsi que les transports de surface, qui est à l'époque, donc, des autobus. En France, en plus du métro, c'est l'électricité qui est nationalisée. Le groupe Ampin perd une importante source de profit. Et des grandeurs fécondes d'une nation groupée, libre, sous l'égide d'un État fort. Il y a un contexte très clair qui est celui d'un État de plus en plus important, de plus en plus fort. Dans le cas français, à la suite de la défaite de la guerre de 40, on sent bien la volonté de Gaulle de reprendre les choses en main et pour relancer l'économie via toute une série de secteurs clés, transport, énergie et d'autres encore, qui vont faire que l'État va mettre la main au portefeuille, mais aussi faire en sorte que ces secteurs-là ne soient plus dépendants de toute une série de capitaux étrangers et des craintes qu'avait évoqué le libéralisme durant l'entre-deux-guerres. Après le canal de Suez, ce sont toutes les sociétés étrangères qui passent sous le contrôle de Nasser. En 1960, l'indépendance du Congo est proclamée. Le groupe Ampin doit céder peu à peu les mines, la Compagnie des Grands Lacs, les chemins de fer, dont il restera à peine quelques intérêts éparpillés, dernière relique des conquêtes en Afrique noire du général Baron. On nous a tout pris. Absolument tout. Les nationalisations ne laisseront pas le groupe sur la paille. Certaines d'entre elles seront financièrement et justement compensées. Après son retrait du groupe, Louis va progressivement dilapider ses revenus. Par négligence de gestion, autant que par altruisme, il érode son immense héritage. Il a perdu 1,5 milliard de francs belges d'empruntés. Et on peut compter au Canada que c'était aussi 1,5 milliard de francs belges. Francs 1950, c'est énorme. Hein? Il restera un semeur d'idées jusqu'à la fin de sa vie. Et moi, qui nais dans tout ça, j'ai en fait une vie normale. Ce qui est tout à fait un hasard miraculeux. Je veux dire, avec tout cet environnement-là, comment est-ce qu'on peut être normal? Jusqu'à l'âge adulte, Wado mène une vie dorée. Mais il est loin de ses parents, de ses racines et des affaires. On m'a caché tout. On m'a caché tout et on a fait on avait un espèce de barrage autour de moi pour que je ne me sente pas un Ampin. Depuis la mort de Jean, Édouard Junior s'est installé dans sa position de commandant en titre du groupe. Il est aussi devenu le père adoptif de Wado, qui a maintenant 20 ans. Il avait fait, lui, pendant ma minorité, un montage où, avec une cascade de sociétés, c'était lui, finalement, le majoritaire. Moi, j'ai montré ça à des avocats, ils m'ont dit, ça, c'est la prison directe, sans passer par la case des 20 000. Je veux dire, c'est vraiment totalement illégal. Alors, je suis allé le voir, et je lui ai dit, bon, tu as fait un montage illégal avec ma mère, j'ai deux solutions. Ou alors je vais directement au tribunal et tu seras condamné, ou alors on fait un accord entre nous et on a signé un accord où il s'engageait donc à dénouer toute sa cascade de holding et à me donner la présidence du groupe à ma première demande. Il a signé ce papier. Et ce papier, je lui ai fait signer quand j'étais au service militaire, c'est-à-dire que j'avais 20 ans.
Bon, j'étais quand même conscient qu'à 20 ans, j'avais pas les épaules ni l'expérience pour diriger les affaires. Mais ça m'a permis, 10 ans plus tard, de venir avec mon petit papier qu'il avait signé et de lui demander de partir. Et il s'est exécuté. Et j'ai pris sa place. Voilà. J'avais à ce moment-là 30 ans. Ce retrait forcé entraîne d'autres ruptures pour Édouard Junior. La fin de son mariage avec Goldie et de l'adoption de Wado. Il mourra, retiré dans son château d'Enghien en 1984. On dit qu'il aurait voulu être enterré à Héliopolis. Personne n'a tenu compte de ce souhait. En 1967, Wado reprend les rênes du groupe. Il préside une centaine de sociétés, près de 100 000 employés, et gère un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'anciens francs français. C'est à ce moment-là que la décision est prise d'essayer de se reconcentrer sur un groupe industriel, alors là, vraiment industriel dans le bon sens du terme, qui était le groupe Schneider. Le groupe Schneider, c'est un des fleurons industriels français qui a de longue date des liens avec l'État. Et le groupe Ampin va tenter de mettre la main sur ce fleuron industriel, donc le groupe Schneider, ce qui était vu comme un fleuron industriel, hein, on va déchanter, contre la volonté de l'État. Et là, on a un coup de poker de Jean-Édouard Ampin qui va réussir contre cette technostructure française. Discrètement, Wado rachète toutes les actions Schneider qu'il parvient à obtenir. Une fois devenu l'actionnaire majoritaire, il se dévoile. Encore faut-il prendre le pouvoir au sein du conseil d'administration. C'est par l'intermédiaire de Liliane Schneider, veuve de l'ancien président du groupe, qu'il attaque. Ben oui, si vous voulez, je suis comme mon père. Il aime bien la jante féminine. Et très vite, Madame Schneider a adhéré à mon projet. Grâce à cette alliance inattendue, les cartes sont redistribuées. Wado s'assied dans le fauteuil de la présidence et prend le pouvoir. J'étais pas prévisible parce que j'avais pas été fabriqué dans le même moule que mes concurrents. J'étais pas énarque, j'étais pas polytechnicien, j'avais pas fait centrale, et donc j'avais pas fait le cursus des écoles qu'il faut faire pour être un patron. C'est certain que Édouard Jean Ampin va être perçu comme un intrus. Les autorités françaises voient d'un assez mauvais œil qu'un homme d'affaires belge vienne se mêler de l'industrie nucléaire française, qui est une affaire nationale de très haute priorité. Et donc, de ce côté-là, en fait, le jeune baron aurait peut-être dû imiter son grand-père et faire preuve d'une certaine prudence et d'une certaine patience par rapport aux autorités françaises. Ce conflit entre l'État français et le groupe Ampin, et Jean-Édouard Ampin, Wado, est particulièrement intense parce que le groupe Ampin est presque au maximum de sa puissance. La conquête, dans le monde des affaires, la conquête est la période la plus extraordinaire, la plus fantastique. Moi, j'ai eu toute une période de conquête où vraiment c'est le pied. Hein. Mais moi, si on m'avait pas arrêté, je sais pas, je sais pas où je me serais arrêté moi-même. Hein. Je veux dire, moi, avoir 1 million d'ouvriers, ça me faisait pas peur. Hein. Je veux dire. On en avait que 120 000, vous voyez, mais on a au milieu 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est peut-être pour ça qu'on m'a arrêté. Le calvaire du baron Jean-Édouard Ampin a duré plus de 2 mois. Enlevé le lundi 23 janvier vers 11h du matin, l'industriel franco-belge n'a donc recouvré la liberté qu'hier soir, le 26 mars donc, aux alentours de 22h, 22h30. Durant son rapt, la presse étale des pentiers de sa vie privée que tous ignorent. La garçonnière, les maîtresses, les montants exorbitants perdus au jeu. Ces révélations choquent son entourage. Moi, j'ai personne qui défend ma peau. Toujours la même chose. Moi, j'ai pas d'avocat, j'ai personne. Pour beaucoup,
L'image de Wado est devenue incompatible avec la présidence du groupe. Après un combat obstiné, Wado cède. Il revend ses parts et quitte l'Empire. Oui. Le groupe en pain est mort aujourd'hui, c'est certain. Oui. J'ai été faible pendant un moment et ils en ont profité. La famille Yampin, à cause de toutes les différentes cassures dont on a parlé, n'a jamais su s'adapter. Il faut savoir anticiper, il faut avoir les moyens, il faut avoir les bonnes lunettes. Et je pense qu'à chaque génération, dans la famille Yampin, ça n'a pas fonctionné. Mon fils a maintenant plus de 50 ans. Et lui, il n'a pas d'enfant. Enfin, il a 2 filles, mais il n'a pas de fils, donc le nom va disparaître. C'est fini. Mais bah, c'est pas grave. C'est pas éternel.